Dans la première partie de ce comptoir, on a évoqué les grands monstres indiens que sont les villes et leurs bidonvilles, leurs zones périurbaines peut-être, comme Calcutta. Éric Chauvier, vous êtes donc anthropologue. Est-ce que je peux dire que vous êtes anthropologue? Oui, bien sûr. Vous êtes fait connaître il y a quelque temps avec un livre, un libelle, un manifeste, un pamphlet qui s'appelle Contre Télérama aux éditions Alia. Il y a eu beaucoup d'articles dans la presse. Vous étiez hier à Toulouse, à la librairie Ombre Blanche. Vous nous avez fait l'amitié de venir ici sur le comptoir de l'info pour parler de ce nouveau livre qui s'appelle Sommaland, encore aux éditions Alia. Est-ce qu'il est question de monstres également, ou de monstros dans Sommaland, qui est un livre à la forme assez étrange? Le Monstros, c'est le nom que j'ai donné à un magasin dans le livre. Ouais. Après, il n'y a pas de monstre dans mon livre. C'est-à-dire que je ne veux surtout pas développer ces fantasmes autour des usines à risque, puisque c'est le sujet. Et un sujet que nous connaissons bien ici. Voilà. Donc ça me semblait effectivement intéressant d'en parler ici plus particulièrement, où il y a quand même un suivi dans les journaux, dans la presse locale et dans les médias locaux de ces questions. Mais au niveau national, il y a quand même peu de choses. Et ce livre donc relate une enquête que j'avais réalisée en 2004-2005, puisque c'est étalé il y a eu 2 enquêtes en fait, mais sur la question de la concertation sur les risques industriels. Oui. Alors ça ne se passe pas ici, mais c'est pas très loin, c'est vers Bordeaux. Et il s'agissait à l'époque de réfléchir à comment organiser la concertation sur les risques. Et puis ce livre-là, on se rendait compte avec l'éditeur que finalement, c'était intéressant, mais on était toujours à la remorque de l'époque. Comme si l'époque était passée, et puis d'une certaine façon, alors même que le traumatisme d'AZF était encore malheureusement très prégnant, on était passé à une autre époque d'une certaine façon. Crise économique oblige, crise environnementale, donc on parle de crise à l'échelle mondiale, à l'échelle globale, et finalement, que restait-il ? Quelles leçons est-ce qu'on pouvait tirer, puisque c'était quand même le but des enquêtes que nous faisions à l'époque, suite à la loi Bachelot-Narquin, pour rentrer un peu dans les détails, où le gouvernement de l'époque avait exigé ce type de questionnement et d'expertise. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, en fait? C'est la question que je me suis posée dans ce livre, et ma réponse tend à être plutôt négative. Donc le livre prend la forme d'une série d'entretiens, où vous relatez des entretiens d'anthropologues ou de gens qui sont munis de tableaux et qui essayent de recueillir une parole. Et c'est difficile de recueillir la parole de quelqu'un. C'est très difficile. Alors c'est un peu composé comme une sorte de pièce de théâtre finalement. Je me suis beaucoup inspiré du théâtre parce que j'attache beaucoup d'importance à la forme de mes livres. C'est pas juste une expertise universitaire, si vous voulez, c'est vraiment un travail avec une raison littéraire, on va dire. Et je me suis attelé à cette idée de rendre compte de tous les points de vue. Les élus locaux, les industriels, les associatifs, tous les partisans, tous les protagonismes de la concertation. Et puis aussi à ceux auxquels on ne donnait pas la parole. Et pour le coup, c'est ce quartier qui se retrouve coincé entre différents périmètres de sécurité, où vivent 1 millier de personnes. Est-ce qu'il y a une géographie des opprimés ? Complètement, bien sûr. Là, l'exemple du livre, c'est pour être un peu technicien, mais ici, on doit comprendre ce genre de jargon. Mais le périmètre de sécurité de l'usine avait été réduit à rien. Il était passé de 1200 mètres à rien. Partant de là, toutes les habitations qui étaient là ont pu rester. La préemption n'a pas fonctionné. Ça veut dire qu'on retrouvait près de l'usine des populations qui, tout à la fois, supportaient les nuisances olfactives et en même temps n'étaient pas embauchées sur l'usine, puisque ces gens-là venaient pour des raisons immobilières, c'est-à-dire que l'immobilier étant moins cher. On retrouvait, c'est une vieille théorie développée par pas mal de sociologues, plus vous êtes pauvre et plus vous êtes exposé au risque. Il y a quelques phrases assez sidérantes. Les vrais responsables, on ne les voit pas. Enfin, des phrases qui signifient quelque chose. Parfois, il y a des noms de personnes, on dirait des noms de personnages de science-fiction. Il y a un certain Ulrich Beck, qui fait penser à un vieux Ulrich von Beck. C'est un sociologue qui existe en plus. C'est le nom aussi d'un personnage de science-fiction. Tout se mélange. Tout se mélange. Est-ce que... Je suis journaliste, alors j'interviewe des gens tous les jours. Mais parfois, on a l'impression que les scientifiques qui interrogent des gens les voient plus comme des sujets que comme des êtres humains. Est-ce que c'est un des problèmes également que vous rencontrez ? C'est-à-dire que les journalistes font leur boulot et c'est un boulot qui est sur l'événementiel, qui a ses propres critères. L'anthropologue, c'est très différent. Les sciences humaines, c'est très différent. Là, on va prendre le temps. On n'est pas dans la même temporalité, en fait. On va prendre le temps de recueillir la parole.
Et là, on se rend compte d'éléments qui apparaissent auxquels les journalistes ne peuvent pas avoir accès. Et notamment cette exclusion tacite par une logique d'acteur, en fait. C'est-à-dire que là, les élus, dans mon livre, sont des gens de bonne volonté, mais qui, d'une façon presque inconsciente, ont organisé l'exclusion de ces milliers de personnes. Comme ils sont pauvres, ils sont aliénés économiquement, donc ils ne peuvent pas accéder au savoir. Et c'est une logique qui est impitoyable et qui me semble tout à fait préjudiciable, parce qu'ils sont exclus de la concertation. Même en cas de signaux d'alerte, ils ne sont pas informés des signaux d'alerte. Donc là, on est sur pour moi, un nouveau modèle de société. C'est-à-dire que ce n'est plus l'usine avec les ouvriers autour. C'est aujourd'hui une société post-industrielle avec des usines assez automatisées, des emplois qualifiés. Et donc les personnes qui vivent autour, ce sont des personnes qui n'ont pas choisi de vivre autour, qui sont là par une logique de plan de ville ou d'exclusion sociale. Et donc le but de mon livre, c'est aussi d'essayer de sensibiliser à la fois les pouvoirs publics, puis le monde de la recherche qui a complètement dérivé depuis quelque temps par rapport à ces questions-là, mais de les sensibiliser, d'essayer de caractériser ces nouvelles donnes sociétales en fait. La société a changé, mais les usines sont encore là. Sauf qu'on n'en parle plus. Donc il y a une sorte ici d'énigme, d'équation qui pose problème. À Toulouse, Christian, il y a encore des usines. Vous connaissez bien l'affaire AZF, enfin comme nous tous, puisque nous étions là à l'époque. Qui a sauté, mais elle a sauté parce qu'elle fabriquait aussi des produits chimiques tels que les engrais, les nitrates qui au départ avaient servi aussi pour fabriquer des poudres et explosifs. Hein. Donc c'est une logique, et effectivement, la plupart du temps, c'est une logique industrielle, pas forcément écologique. Il y a des alternatives, mais ce qui se passe, et effectivement, monsieur a raison, c'est que ce sont les plus pauvres qui se trouvent les plus exposés, ici, comme en Inde, comme ailleurs. Oui. Ceci dit, ce qu'on voit dans le livre aussi, c'est qu'on est pauvre, mais on n'est pas forcément meilleur que les autres. Et parfois, l'aliénation donne des dialogues qui sont complètement absurdes. Hein, sur ces histoires d'odeur. Je ne sais pas si vous relatez exactement ce qui a été entendu, si vous avez brodé comme une pièce de théâtre, mais parfois c'est du Ionesco, c'est des choses absurdes. Il n'y avait absolument rien à broder. C'est-à-dire que vivre près d'une usine qui régulièrement... où les odeurs de solvants sont très prégnantes, par exemple, je décris quand même aussi l'histoire d'un jeune homme qui vit dans ce quartier et qui, lui, veut savoir ce qui se passe. Parce qu'il a sa théorie, qui, à mon sens, est fumeuse, mais pour autant, aucun des experts que je rencontre ne peut l'infirmer. On l'a vu ici beaucoup, encore, et on le voit encore, hein, des théories fumeuses dans la bouche de quelques illuminés, et parfois, peut-être, ont-ils raison. On ne sait pas. C'est-à-dire que je pense qu'il faut sortir du débat vérité et fausseté. Je ne parle pas de Christian, hein, il n'est pas l'illuminé en question. Oui. Pardon. Il n'y a pas à savoir si c'est faux ou si c'est vrai. Oui. Simplement, pour moi qui suis anthropologue, c'est un discours qui vaut à part entière, qui fait du sens. Ça veut dire que ce jeune homme, il a arrêté au collège, il est en 3e, mais il se pose des questions. Il a envie de théorie, il a envie de science, que la science vienne s'intéresser et lui donner voix finalement, et donner voix à son histoire qui effectivement est assez fantasmagorique, mais qui malgré tout fait du sens en tant que tel. C'est-à-dire qu'il a envie de savoir ce qui est passé, ce qui s'est passé. Il imagine que sa petite amie s'est fait intoxiquer par l'usine voisine. Mais des histoires comme ça, j'en ai recueilli à l'appel sur le quartier. Et qu'elle est devenue bizarre. Oui. Et qu'elle est devenue bizarre. Oui. Mais ce qui est intéressant, je pense qu'il ne faut pas, faut aucune condescendance vis-à-vis de ces discours-là, parce que c'est toujours une exigence de science et par là de démocratie aussi. Et là, on oublie quand même que cette exclusion, elle se joue aussi à ce niveau. On se dit, on est complexé, la science c'est compliqué, on ne comprend pas tout. Pourquoi est-ce que je donnerais mon avis alors que de grands scientifiques ont fait 15 ans d'études pour parvenir à la vérité, à la science? Oui, mais science sans conscience, ce n'est que ruine de l'âme, a écrit Rabelais. Merci de cette citation. Vous moquez ce faisant également les présentations PowerPoint. Il y a un chapitre une scène assez hallucinante avec des gens qui se mettent en colère d'ailleurs, hein, avec une sorte de, comment dire, ces gens qui vous font des présentations. Oui, c'est-à-dire que avait fleuri après l'époque, le post-AZF, comme on disait, il y avait vraiment ce souci de communiquer et de parler du risque socialement acceptable. On parlait de culture du risque, on parlait énormément de tout ce jargon a fleuri à ce moment-là. Et donc, ce qui a fleuri aussi, c'est un ensemble de procédés, dont le PowerPoint. Pour moi, le PowerPoint est une imposture totale lorsqu'il s'agit d'entrer dans des questions de concertation. Donc, on se substitue ici par du scientisme, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de la science avec le PowerPoint, on fait de la parodie de science. Et cette parodie de science, c'est vraiment imposée avec un effet d'enfumage au niveau des citoyens. C'est-à-dire qu'on n'est plus ici sur un débat loyal, mais on est sur l'imposition d'une posture qui est faussement scientifique. Oui.
Et j'essaie de démonter tout ce jargon qui est par ailleurs assez facile à démonter. C'est-à-dire que c'est un jargon qui ne fonctionne pas par ailleurs. Et les associatifs que j'ai rencontrés, qui pour la plupart avaient travaillé les dossiers, et n'étaient pas dupes de ce genre de procédé. Alors il nous reste 2 minutes. J'ai une dernière question. On nous a souvent dit qu'il n'y avait pas de risque zéro dans notre société industrielle et qu'il fallait vivre avec. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que c'est une réalité. Ouais. Le risque zéro est une position insoutenable aujourd'hui. Là, l'univers que je décris est un univers avec effet domino en plus, donc avec une conjonction de risques, avec des stockages d'hydrocarbures, l'équivalent d'AZF justement, du butadiène, etc. Donc le risque zéro est inenvisageable. Par contre, si on veut vraiment poser le débat de façon transparente, il faut pas, je pense, il faut aussi demander aux citoyens s'il est d'accord pour cette idée d'une absence de risque zéro. Et là, évidemment, mais je pense et c'est l'idée de mon livre, on est aujourd'hui très très loin de toutes ces questions-là. Et comment est-ce qu'on pourrait y revenir, ça me semble assez nécessaire et intéressant. Merci Éric Chauvier, vous rentrez à Bordeaux sans doute. Oui. Le Bonjour aux Bordelais, Merci. qui sont nos amis bien sûr. Aux éditions Alia, très bonnes éditions avec des petits textes, courts textes, petits livres qui sont très agréables à offrir même. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. En Inde aussi, on connaît les risques industriels, on a connu des horreurs. Je pense que c'est le monde dans lequel on vit. Une dernière chose, très rapidement. Très rapidement, Christian. je vous conseille de lire l'ouvrage de Lionel Astruc paru chez Terre Vivante, Vandana Shiva. Grâce à l'action de cette femme, prix Nobel alternatif, des centaines de milliers de paysans se sont affranchis de l'industrie agroalimentaire. Et puis aussi, les saveurs sacrées de l'Inde sacrée plutôt, de Pankaj Sharma, paru chez Emora, et Regard sur le sida en Inde de Catherine Bayot. Merci beaucoup. Merci à vous. À demain avec Daniel Cohn-Bendit.